Hace un añito que salió, pero dentro de poco llega a España. Y he tenido la oportunidad de poder hacer una entrevista a los dos autores. Estoy hablando de Turing Machine, sus autores Joan Levet y Fabien Gridel. Dos franceses que, amantes de los juegos de deducción, hicieron una auténtica obra de arte. Bienvenidos a Me Robo Una. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, siéntense y disfruten de este nuevo vídeo, una nueva entrevista aquí a unos súper grandes, unos autores de un juego que va a salir recientemente en España, Turing Machine. Bienvenue, son franceses, por lo que la entrevista va a ser en francés, la gran parte estará todo subtitulado, pero no os preocupéis porque va a ser bastante sencillo de entender. Bienvenue Johan et Fabien. Merci pour avoir accepté cette invitation. Merci. On va commencer l'interview avec des questions plutôt personnelles. Et ensuite, on va faire un petit rappel de ce que c'est Turing Machine. Parce que ça fait déjà un an. C'est ça, c'est son anniversaire, il est sorti il y a un an. Trop bien, excellent, parfait. Justement pour son anniversaire. Es el cumpleaños de Turing Machine, así que estoy súper contento de saberlo. Empecemos la entrevista. Fabien et Johan, vous travaillez dans quoi dans votre vie personnelle? Allez, c'est parti. Moi je travaille à la SNCF, mais je suis informaticien, donc la compagnie nationale française. Et du coup, maintenant un poste d'architecture en informatique et en système d'information. Okay. Et là, depuis peu de temps, j'ai intégré la division cybersécurité de la SNCF. Voilà. Moi, je suis commerçant. En fait, j'ai monté un magasin de vente d'ordinateurs et de réparation d'ordinateurs il y a déjà 25 ans. Donc actuellement, je travaille avec ma femme. J'ai un petit commerce dans lequel je monte des ordinateurs et je les répare. Et donc voilà ce qu'est mon vrai métier. Excellent, très bien. Ça fait combien de temps que vous connaissez? Eh ben, moi je crois que ça fait une dizaine d'années, voire un tout petit peu plus. J'aurais dit pareil. Ouais, parce qu'en fait, moi j'ai été entre guillemets connu dans le monde du jeu parce que j'avais fait un premier jeu qui s'appelait Mirmes, qui est un jeu qui avait gagné l'As d'or il y a 10 ans, il y a même 11 ans maintenant. Et je crois qu'on s'est connus à peu près à cette période-là, voire même un tout petit peu avant. Ouais, moi j'ai surtout entendu parler parce qu'on avait un ami commun, Vincent, qui travaillait à la SNCF et qui venait jouer chez moi très régulièrement et qui était dans le même club que Johan. D'accord. Donc je pense que c'est par l'intermédiaire de Vincent en vérité que j'ai entendu parler la première fois de Johan. J'ai entre 10 et 15 ans, je ne saurais pas dire quand précisément, mais... Oui, excellent. Ça fait depuis très longtemps que vous jouez aux jeux de société, ça fait depuis que vous êtes petit Fabien plus que moi, je te laisse expliquer. Moi, gamin, même toujours maintenant, je suis un drogué de jeux vidéo, donc je ne fais que ça de ma vie, je passe ma vie à jouer. Et les jeux de société, c'est venu un petit peu après le jeu de rôle. Quand j'étais vers 13-14 ans, j'ai intégré un club de jeux de rôle, c'était très commun à cette époque-là. Le club de jeux de rôle est devenu un club de Magic, parce que c'était les années 93, donc il fallait tout le monde a basculé dans la folie Magic. Et au tournant des années 2000, vers la fin des années 90, pas mal de rencontres de gens qui sont maintenant des professionnels du milieu et qui m'ont fait découvrir les jeux de société modernes à ce moment-là. On les pratiquait déjà un petit peu dans le club, mais là de façon à outrance à partir de la fin des années 90. Et moi, je suis arrivé dans le monde du jeu bien après Fabien. En fait, j'ai découvert... En fait, moi, c'est pas des gens qui m'ont fait découvrir le jeu. Je l'ai découvert par moi-même. Et j'ai même ragé quand je suis devenu un amoureux de jeux de société de ne pas avoir découvert ça plus tôt. En fait, moi, c'est à l'époque... Je crois que j'ai commencé en 2004, peut-être un peu avant. C'est parce que, par hasard, j'étais tombé sur une boîte de colons de Catane dans une grande surface. Donc, je ne savais même pas à l'époque qu'il existait des magasins spécialisés, sachant qu'il n'en existait pas beaucoup. Et donc, par chance, je suis tombé sur un colon de Catane. J'en suis tombé amoureux, j'y ai joué pendant des semaines, des mois, et c'est après je me suis dit, est-ce qu'il existe des jeux tout aussi intelligents et dans ce style-là? Et c'est là que j'ai découvert qu'il existait des boutiques, des joueurs, des clubs, et que je suis tombé amoureux. Excellent. Votre vie personnelle, est-ce que il y a toujours un rapport avec les jeux de société? C'est-à-dire, est-ce que vous en avez toujours de jeux de société à la maison et vous en sortez constamment à la maison avec votre famille, vos amis, ou c'est plutôt un plaisir personnel? En fait, moi, oui, depuis que je suis tombé amoureux du jeu, j'y pense jour et nuit. Et plus encore depuis que je suis devenu créateur, parce que en fait créer un jeu,
en fait, la création, ça ne se contrôle pas. Et en fait, c'est des choses qui se ruminent, des idées. On joue à des jeux, puis après, on se dit, ah tiens, et si on mélangeait ce jeu avec ce jeu? Et donc, à vrai dire, moi, je pense au jeu tout le temps, jour et nuit. Avant de m'endormir, je pense à des mécaniques de jeu. Quand je me réveille, je pense à des jeux. Et alors, ma femme est joueuse, et d'ailleurs, on a co-créé des jeux qui peut-être seront signés un jour. Mes enfants, je les ai jamais trop forcés à jouer, mais ils aiment quand même ça. Donc c'est sûr que moi, comme tout joueur passionné, j'ai des boîtes de jeux de partout. Et donc oui, le jeu, ça fait partie de ma vie à 99%. Et toi, Fabien, il y a toujours... Alors, moi je joue énormément. Je fais plusieurs soirées de jeux par semaine. J'ai joué hier, j'ai joué avant-hier, j'ai joué lundi, j'ai joué dimanche dernier, je jouerai demain, je jouerai ce soir, je jouerai dimanche. Donc on peut dire que ça prend pas mal de temps. Je suis plus joueur que créateur. J'ai assez peu en famille à dire la vérité. Ma fille est pas très joueuse. Mon fils est très joueur, mais joue souvent avec lui aux jeux vidéo puisque c'est quand même. Ah oui, d'accord. Et c'est assez commun pour quand on est des adolescents de jouer à des jeux vidéo. Donc je joue plus souvent avec lui à des jeux vidéo qu'à des jeux de société, même s'il adore ça. Ouais, même s'il aime bien les jeux de société et tout. Lui serait sûrement plus demandeur. Ma fille pas trop, mais voilà. Excellent, très bien. Très bien. Je pense que c'est important, je rebondis là-dessus. Oui. Les enfants de joueurs, en fait, moi je vois souvent sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Ah, moi mon enfant il a 2 ans, quand est-ce que vous pensez que je vais pouvoir le faire jouer, etc. » En fait, moi mes enfants, vraiment, en fait ils sont nés, j'étais déjà amoureux de jeux de société, donc ils ont toujours connu le jeu de société. Par contre, je ne les ai jamais forcés à jouer. Et en fait, c'est grâce à ça, à mon avis, que par eux-mêmes, ils y sont venus. Parce qu'à mon avis, si les enfants, on les fait jouer, c'est tout juste bon à les dégoûter, en fait. Ça t'est plutôt une influence en direct en soi-même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est collatéral, non? C'est exactement ça. Ouais. Excellent, très bien. Là, on va passer aux questions ludiques. Okay. Une des premières questions. À quoi vous avez joué récemment? Moi, je peux dire, j'ai joué à Côte Nord hier, une nouveauté des Sun. Un chouette jeu de gestion, j'ai oublié l'éditeur, avec un système de marché particulièrement malin, un système qui est relativement chouette. Okay. Mercredi midi, j'ai fait le chapitre 2, Story de Outsworm, une très grosse boîte, un énorme dungeon crawler. Ce week-end, j'ai pas mal de trucs de prévus. Oui, voilà. Tu viens tout juste de me dire que t'aimais bien les jeux vidéo et pas tant les jeux de société, et pourtant... ouais, mais quand je fais pas de société, je fais des jeux vidéo. C'est là. Oui, c'est mon étrange. De mon côté, en fait, c'est assez étrange, mais le côté création me prend beaucoup de temps. Okay. Et ça peut m'arriver, franchement, pendant des mois, de ne jouer vraiment qu'à mes prototypes. Et heureusement, là, alors il y a toujours une petite période quand Tesson est passé, pendant laquelle j'aime bien découvrir un peu ce qui s'est fait. Et là, ça tombe bien. Je sors d'un week-end chez un copain et en fait, on a beaucoup joué à des jeux Tesson. Principalement, j'ai joué à Tangram City de Uwe Rosenberg. J'ai joué à Pray Another Day que j'ai bien aimé. J'ai joué à, j'ai plus le nom des autres jeux. Il y a comment ça s'appelle? Un jeu, tu fais une de journal. Bonne presse. Bonne presse, non, ça doit. Ah. Oui, il y a Bonne presse. Une de journal, c'est un auteur toulousain très J'ai joué à Bonne presse, mais un jeu de chez AEG dans lequel c'est des polyomino, mais oui. C'est flip. Oui, presse. Print quelque chose. Oui, print. Fit to print. Fit to print. J'ai bien aimé Ado, on y arrive. J'ai bien aimé Fit to print et puis j'ai rejoué à pas mal de trucs, mais bref, j'ai pas mal joué et j'ai bien aimé ces jeux-là. Ouais. Ok, d'accord. Okay. Mais pourtant, ça ne concerne pas non plus à des jeux spécifiques, genre des jeux uniquement que déduction, enfin, c'est-à-dire vous jouez à tout et n'importe quoi. À tout, je suis bon public. Toi, tout vraiment, moi je fais pas trop les jeux familiaux. J'aime bien les party games et les gros jeux. Et la partie jeu familial, souvent ça m'ennuie. Ouais, moi c'est pareil, jeux familiaux, ça m'attire pas trop, mais des fois le cadre fait que tu joues à des jeux familiaux. Après, clairement, moi je fais pas trop d'améritrage. Toi, t'aimes bien les grosses boîtes, les figurines, machin. Moi je déteste ça. C'est pas tellement les figurines, moi j'aime bien les Gloomhaven, les Frosthaven. J'ai fait des milliers de. Enfin voilà, ça c'est pas mon genre. Ouais. Oui, alors que moi, Gloomhaven, l'extension, le machin, Jaws of the Lion, Frosthaven, Outsworm, tout, la complète. Excellent, trop bien. Et. Là, une toute dernière question concernant des jeux, enfin des questions ludiques. C'est, alors j'ai perdu. Ah oui. Quels sont les types de jeux
que vous détestez. Genre, moi je peux pas voir ces jeux-là par exemple. Genre, le jeu où tu dis ça, tu me donnes pas parce que sinon autrement je t'ai... Non, en fait, de toute façon, moi je pense être bon public. En fait, un truc par exemple que je dis que je n'aime pas, c'est les jeux coopératifs. D'ailleurs, on le racontera peut-être, mais je pense que Turing Machine existe parce que je n'aime pas les jeux coopératifs. On verra pourquoi. Mais en fait, en réalité, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de jouer à des jeux coopératifs, j'ai adoré ça. Évidemment que j'aime Pandemic, évidemment que j'aime ce genre de jeu. Oui. Donc, je n'aime pas, mais c'est mesuré quand même. Ok. C'est pour ça que tu n'as pas essayé SkyTeam. Oui. Et toi, Fabien? Non, il n'y a pas de jeu de catégorie. Non, il n'y a pas de catégorie de jeu où je déteste et je refuse absolument de jouer. Alors, moi, comme je ne suis pas attiré par les jeux familiaux, souvent ce que j'aime pas dans certains des jeux familiaux, c'est que ça me semble assez automatique. Okay. On se dit en fait il y a une illusion de choix et parfois quand c'est pas son tour on n'a juste rien à faire, donc on attend de réfléchir au tour de l'adversaire et voilà. Voilà, ça me titille pas le cerveau, donc je me dis pas c'est ça. Cool. Mais par contre, j'y joue quand même régulièrement. Au moins, je les découvre. Ok, excellent. Bon, on va passer à des questions pour Turing Machine. Ok, la toute première question que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi Scorpion masqué? Plein de raisons à ça. Ouais, en fait, on a tous les deux des milliers de choses qu'on peut dire sur Turing Machine, oui. Donc je vais en dire une partie, Fabien rebondira. En fait, déjà, il faut savoir que quand on a un prototype un peu perché, qu'est-ce que ça veut dire perché? Ça veut dire, limite, quand on a eu le prototype de Turing Machine, on aurait pu dire que c'était un jeu inéditable, parce qu'un jeu avec des plaquettes perforées, un jeu très compliqué finalement, de déduction, déjà, c'est pas tous les éditeurs qui peuvent être capables d'éditer ça. Et en fait, pourquoi Scorpion masqué? C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est presque lui qui nous a choisi, quoi. Parce que en fait, le jeu, au moment où il était prêt et au moment où on a commencé à le montrer à des éditeurs, on l'avait peut-être montré à 3-4 éditeurs, l'éditeur qui tout de suite est tombé amoureux du jeu et on a senti qu'il allait y mettre de l'énergie, c'était Scorpion masqué. Okay. Et dans ce cas-là, il faut pas réfléchir en chiffre de vente, etc., etc. Si on sent qu'un éditeur a la volonté de défendre notre jeu, et il faut foncer vers lui, et c'est ce qui est arrivé avec Scorpion masqué. Et pourtant, Scorpion masqué faisait la plupart du temps que des jeux familiaux, donc c'est théoriquement pas un jeu qui était fait pour lui, mais la preuve est que quand on aime un projet et qu'on a envie de s'investir dessus, on peut arriver à un super résultat comme ça. Je sais pas si tu valides ma réponse. Je valide 100% ta réponse. Parmi les éditeurs auxquels les prototypes ont été envoyés, il y a quand même une des raisons pour lesquelles le Scorpion s'est positionné, c'est qu'on lui avait déjà proposé un prototype, il avait déjà fait des cryptos, et un précédent prototype dont on parlera sûrement plus tard, je l'avais présenté à des amis, ils m'avaient dit « Ah mais tu devrais le montrer au Scorpion masqué parce qu'ils ont fait des cryptos et que c'est un jeu de déduction. » Et du coup j'avais déjà rencontré Christian Lemay à Essen, et plus tard, en voyant les images du prototype de Turing Machine, a tout de suite envoyé un mail en disant « au fait, c'est pas l'évolution de ce machin-là ?» Et effectivement, ça avait du sens, voilà. Par contre, je suis à 100% avec Johan, quand on a un éditeur qui croit à un jeu, c'est beaucoup plus... c'est bien meilleur pour un jeu d'être extrêmement défendu et d'être la sortie principale de l'éditeur, que si on est le 3e jeu de son catalogue de l'année. Parce qu'il y croit, il va s'investir à fond et dans la communication et dans les efforts qu'il va fournir sur le jeu en termes de tout. Parce qu'en fait, un jeu, finalement, qu'est-ce qui fait le succès d'un jeu? Malheureusement, c'est pas seulement le jeu lui-même. Ok, des fois il peut arriver qu'un jeu excellent finisse par percer. J'ai envie de parler de Hanabi. Hanabi qui à l'époque était sorti chez une boîte d'édition qui était microscopique, dans une édition qui n'était pas super. Et le jeu finalement était tellement excellent qu'il a fini par trouver d'autres éditeurs et voilà. Mais la plupart du temps en fait un jeu c'est une réussite éditoriale, c'est-à-dire qu'il faut non seulement bien le fabriquer, bien en faire la promotion, et donc c'est tout cet ensemble qui fait que avoir créé Turing Machine ça suffisait pas, il fallait un éditeur qui sache le fabriquer, le défendre, comme ça a été le cas pour Scorpion masqué. Vous avez même pas hésité quoi? Non, pas trop. Après, moi j'ai une phrase pour ça, les auteurs font des jeux, les éditeurs font des succès. Oui. Ah, c'est une jolie phrase. Mais ouais, je crois vraiment le produit qui est vendu et qui fait un succès commercial, c'est pas ce que fait l'auteur. L'auteur il fait un jeu.
Bon, nous, trop bien. C'est les éditeurs qu'il faut donner le mérite des succès. Oui, merci, je crois bien masqué pour moi. On leur dit souvent qu'ils ont assuré. C'est clair. La prochaine question que je vais vous poser, c'est combien de temps ça vous a pris à faire le jeu? Parce que ça fait 1 an qu'il est sorti, mais je pense qu'il a quand même un bon trajet derrière. On peut raconter sa vie. Hein. On peut le faire assez rapide. Je pense que ça a été fait en 3 étapes principales. La première étape, en fait, avant ces 3 étapes, il faut savoir que Fabien et moi, on est fans de jeux de déduction. Et moi, à chaque fois que je vais à Essonne, j'achète tous les jeux de déduction logique, parce qu'attention, il y a plusieurs catégories de jeux de déduction, il y a déduction sociale et tout ça, mais déduction logique, on est fan, et avec Fabien, on les a tous découverts, on leur a tous trouvé des défauts, des avantages, etc. Et c'est ces années d'amour pour les jeux de déduction qui ont fait que on a souvent parlé des jeux de déduction, et après là c'est Fabien qui a déclenché la chose, je te laisse le raconter. Ouais, mais c'était donc un festival juste après Essonne, on est invité à passer un week-end chez Johan, et on découvre ensemble un jeu qui s'appelle Cryptid. Et du coup, en parlant de Cryptid, on dit le jeu est exceptionnel, il faut acheter Cryptid, allez-y, mais il a aussi plein de défauts, parce que nous on est fans de jeux de déduction, et forcément on en a fait plein de parties, et on se rend compte de plein de biais dans ce genre de jeu. Mais du coup, un des trucs dont on discute avec Johan à ce moment-là, je lui dis mais comment le mec il a fait pour générer ses plateaux, pour être sûr qu'il y a une seule solution, et ainsi de suite. Et donc je lui dis, à mon avis, il a utilisé un ordinateur, il a fait un algorithme qui prenait les choses ensemble, qu'il analysait, et qui en sortait qu'une seule... Voilà. Et de ce petit truc-là, durant le mois qui a suivi, à peu près, j'ai programmé tout seul dans mon coin, un petit programme, parce que c'est une formation de génie logiciel, donc même si c'est plus ce que je fais du tout professionnellement, je sais encore développer. Oui. Et du coup, une formation de génie logiciel où j'ai fait un petit programme en Java qui prenait des assertions, les mettait ensemble et sortait de ces assertions-là une seule solution. Okay. Donc il prend des assertions qui existaient, en plus c'était un digicode à l'époque, et durant un digicode, il les prenait par le haut, et s'il n'y avait qu'une seule solution, il conservait les assertions et la solution. Et un jour, ça a marché. Okay. Il y avait une sortie où on avait vraiment 4 informations, une seule solution. Et donc, je pouvais te regarder et te dire, je te donne 4 informations, tu les notes, tu réfléchis, et il n'y a qu'un seul code qui marche. Donc, tu invites tes amis un soir à la maison, et tu leur donnes à chacun une information. Peut-être que ton digicode en bas c'est le 1425. Et donc un soir, au lieu de donner le digicode à tes amis, tu leur donnes à chacun une information sur le code. Le premier chiffre est inférieur au troisième, la somme est un multiple de 5, ce que tu veux. Et s'ils arrivent ensemble devant ta porte et qu'ils communiquent ensemble, ils trouveront la solution. C'est le seul code qui marchera. Et c'était vraiment ça la première idée. Après, il y a eu plein de choses, comme tu peux l'imaginer. Ouais, d'accord. Et donc Fabien, en effet, m'a montré ce prototype qui à l'époque s'appelait Codix. Et en effet, donc c'était un jeu qui était coopératif. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, je déteste les coopératifs. Et donc, Fabien, avec un jeu qui tournait parfaitement, que tu avais montré à Scorpion Masqué. Ouais. Et en fait, c'était vraiment, c'était un peu élitiste. Moi, je dis ça maintenant, mais peut-être qu'il y aurait eu moyen de le rendre plus familial, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a passionné. Son jeu était passionnant, mais moi, en fait, étant donné que j'aime pas les jeux coopératifs, et en fait, je voulais que ce jeu se transforme en quelque chose de compétitif. Donc, je lui ai demandé son accord pour essayer de travailler le jeu, d'y réfléchir. Et en fait, le problème, c'est que Cryptid est un jeu qui a un peu ce concept-là et qui est compétitif. Et le problème, c'est que son jeu, si on le transformait en quelque chose de compétitif, on lui amenait tous les défauts de Cryptid. Et dans ce cas-là, j'ai réfléchi à tout ça, ça a pris peut-être des semaines, et un jour, j'ai dit à Fabien, moi, je vois qu'une seule chose, j'ai déjà travaillé sur une idée, sur un autre prototype, il faudrait, en fait, que ce ne soit pas les joueurs qui détiennent les affirmations, comme dans Cryptid, mais que ce soit le jeu lui-même qui détienne les informations. Et dans ce cas-là, il faudrait que tous les joueurs, ce soit une course et qu'on pose des questions au jeu. Alors évidemment, il a dit, je ne suis pas sûr que ce soit faisable. Non, je me souviens bien quand tu m'as proposé. J'ai dit, mais c'est quoi de mon con comme idée parce que je suis vraiment la clairvoyance. Il faut l'avouer quand on dit une bêtise. Et du coup, des fois, en fait, je pense qu'on a des idées, mais qu'en fait, on sait que c'est possible, mais on ne sait pas comment c'est possible. Et du coup, vraiment, je suis resté avec cette idée, etc. Et je me rappelle qu'un soir, dans mon lit, j'étais avec mon téléphone, je prenais des notes, et là, d'un coup, j'ai eu le déclic. Et je me suis dit,
Si je sais, on peut certainement en faisant des plaquettes qu'on superpose, sauf qu'à l'époque, je me rappelle, j'avais fait des croquis, j'avais imaginé une grosse machine en plastique avec des leviers sur les côtés, etc. C'était complètement débile, mais en fait, c'est vraiment le lendemain matin que je me suis dit, si, il y a moyen de faire des plaquettes, et que là, tout a démarré. Je te passerai des photos que tu pourras montrer aux gens. J'ai commencé à faire des prototypes de plaquettes en plastique, et en fait, à chaque fois que je créais un modèle, je l'améliorais la demi-heure suivante, je lançais l'impression 3D, avant qu'elle se finisse, je stoppais tout, je réaméliorais le système. Et en fait, c'est un moment qui a duré peut-être, je ne sais pas, 15 jours, pendant lesquels j'ai amélioré le système en appelant Fabien toutes les demi-heures pour lui parler de ce qu'on pouvait faire, etc. Et en fait, un jour, les plaquettes de Turing Machine étaient créées, ça fonctionnait, on pouvait jouer à Codix, mais en compétitif, en superposant des plaquettes. Et ce jour-là, je suis allé le voir pour lui montrer, et c'était Turing Machine. C'était un mercredi. Oui, en fait, je m'en souviens bien parce que Johan, même sur la même région, on habite assez loin l'un de l'autre. En fait, moi j'habite vraiment en centre-ville, et lui il habite à une bonne 45 minutes de Lyon, de chez moi, véritablement en voiture. À cette époque-là, il travaillait à temps complet dans sa boutique. Donc le moment où il t'appelle, il te dit, maintenant il faut que tu vois, je vais pas travailler cet après-midi et je vais venir chez toi. C'est qu'il y a un truc, tu vois, le mec il dit je vais pas aller travailler et on va aller faire des jeux ensemble cet après-midi. Le mercredi je gardais mes enfants, donc j'étais là disponible le mercredi après-midi, donc il arrive en début d'après-midi, et du coup il me montre ce qu'allait devenir Turing Machine, et il y avait l'essentiel était là. C'est pas le produit Turing Machine. Quand je montrerai les photos, vous verrez, c'était Turing Machine. Les plaquettes qui sont disposées exactement pareil. Il n'y avait pas le même nombre de chiffres, de codes, etc. Mais c'est du détail. Plein d'aménagements de partout, d'ergonomie, de ceci, de feuilles de score différents. Et on avait un tour de jeu qui était différent et tout, mais qu'importe, tous les gros problèmes étaient déjà résolus. Et donc il me fait jouer. À la fin de la partie, je fais c'est parfait. Excellent. Et bien fait. À la fin de la partie, on a fait 2 ou 3 d'affilée. Parce qu'on voulait quand même être convaincu. À la fin, faut être franc, tu dis y a pas de défaut. Et ça marche. C'est parfait. Non, c'est pas que ça marche. Non, parce que des jeux qui marchent, des protos qui marchent, il y en a plein. Et des fois, ça fait des jeux pas terribles. Là, c'était pas le cas. Là, c'était intellectuellement parfait. Il a sorti son proto, moi je me souviens très bien, je le regarde, je dis parfait. Et de là, donc, je me rappelle avoir posté une photo sur les réseaux sociaux avec le matériel, et j'avais dit tout simplement, voilà, le nouveau proto inéditable. Et je crois que c'est ça qui a fait que les Scorpions Masqués au Québec ont vu passer cette photo, ont reconnu Codix, c'était quand même impressionnant. Tu m'avais pas cité dans le post, tu avais dit d'un ami. Oui, d'un ami, j'avais dit. Et du coup, il m'avait écrit en disant, je crois que j'ai déjà vu ça, j'ai bien envie de le revoir. Et voilà, c'est là que c'est parti. D'accord, parce que j'ai bien compris, Turing Machine, il s'appelait pas comme ça au départ. Non, les noms, c'est toujours les éditeurs qui choisissent. Ouais. D'accord. En fait, ça ne vous concerne pas. Non. Moi, je crois que ça va m'arriver pour la première fois, j'ai un proto qui va avoir le nom. Ouais, toi aussi. Ça c'est la logique. Archéologique, pour la première fois, c'était le nom de mon proto, mais normalement ça n'arrive jamais. Ça arrive jamais. Et en fait, le jeu s'appelait Codix. Quand moi je l'ai créé, c'était quand même Turing Logic, donc on n'était pas loin. Turing Logic, et ça s'est transformé en Turing Machine. Et ça, c'est le cauchemar dans le moment de l'édition d'un jeu. Trouver le titre qui va bien, c'est souvent très 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 difficile, parce qu'il faut que ce soit un peu international. Souvent, le titre du jeu, c'est vraiment au tout dernier moment que ça se décide. En soi-même, il n'y a pas de thématique. On voit Turing Machine et on ne peut pas identifier une thématique. Au départ, vous vouliez faire une thématique concernant... Ça c'est amusant, il y a une belle anecdote là-dessus. Ça c'est très intéressant. Et en fait, c'est un vrai choix éditorial de Scorpions Masqués. En fait, il faut savoir que moi, je me rappelle, une des toutes premières choses que j'ai voulu faire sur le prototype de Fabien, c'était déjà lui appliquer un thème. Parce que c'était un jeu qui était très mathématique et je voulais que les mathématiques soient un peu cachées. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais fait des animaux de la ferme. C'est-à-dire, moi je voulais que plutôt qu'on dise la première valeur est plus grande que la deuxième, on pouvait dire il y a plus de poules que de vaches. Et déjà, ça fait moins mathématique. Donc, j'avais fait un thème sur la ferme. Et après, plus tard,
comme c'était un peu du décryptage, on avait pris un thème de la Seconde Guerre mondiale, et en fait c'était Turing logique, et on devait trouver combien il y avait de chars, combien il y avait d'avions, combien il y avait d'infanterie qui nous attaquait. Donc le thème était un peu militaire. Et ça, les Scorpions masqués ne voulaient pas du tout. Et en fait, ça a été un choix à un moment donné de faire un thème abstrait comme des cryptos. Des cryptos, c'est un peu ça, il n'y a pas de thème, c'est un peu absent. Et ben ils ont voulu faire ça, et à mon avis, ils ont bien fait, hein, ça marche bien. Surtout que faire un hommage à Alan Turing, c'était une excellente idée commercialement. Genre, là, si typiquement on parle d'un produit, d'un packaging et tout, le produit et le packaging est simplement exceptionnel de ce qu'ils ont fait, les Scorpions. Et le choix de faire plutôt un jeu avec une hommage sur une thématique, à mon avis, c'était le choix parfait. Oui, complètement. Et là, c'est vraiment un choix purement éditorial, quoi. C'était quoi le plus compliqué à pouvoir construire avec Turing Machine? Ça a été quoi le plus compliqué à pouvoir faire pour Turing Machine? Parce que je me pose une question. Est-ce que le fait de tricher, ça vous a posé des problèmes ou pas? Tricher? En fait, on ne peut pas tricher à Turing Machine. En fait, on y a justement pensé... en fait, il y aurait... Maintenant, nous qui connaissons parfaitement le système, on saurait comment tricher à certains moments, mais normalement, le tour de jeu et ce que tu es censé faire font que tu ne peux pas tricher. En fait, typiquement, tu peux tricher si tu regardes une carte vérificateur, si tu la regardes, eh ben, tu peux savoir, en la regardant, ce qu'elle est, dans certains cas précis. En fait, si tu sais comment les cartes sont faites, si tu sais comment sont constitués les vérificateurs, et que tu comprends le mécanisme des critères, eh ben oui, effectivement, si tu regardes des cartes et que tu les analyses, tu pourrais dire ça devrait plutôt répondre ça que ça, et donc c'est ça. Mais franchement, c'est pour des gens qui ont compris comment ça a été fait, comment on a conçu le système. Et ça, franchement, pour l'instant, c'est vraiment pas un souci. Il y a des gens que ça a passionné, il y a des gens, je crois même, les premiers temps sur Board Game Geek, il y a des gens qui se sont amusés à analyser le système, à regarder chacune des cartes, de comprendre comment elles étaient faites, et ça les a passionnés, les gens. Moi, j'ai vu des gens qui ont posté des centaines de messages sur Board Game Geek, ils n'avaient même pas acheté le jeu, mais ils avaient analysé le truc en détail pour comprendre comment ça a été fait, et c'est ça qui les a plus passionnés. Mais par contre, en fait, nous, le plus important, c'était que quelqu'un comme nous qui connaît le système à 100% soit quand même capable de jouer à Turing Machine et n'ait pas de problème à le faire. Donc oui, on peut tricher, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit une volonté de le faire. Et dans ce cas-là, si on n'a pas envie de tricher à un jeu, on peut jouer à Turing Machine sans problème. Ok. Comment est-ce que l'idée elle a été conçue? C'est-à-dire... Vous regardez la télé Non, je dis, pour Codex, c'était après Cryptid, savoir comment ça a été fait. Puis il y a eu l'idée de Johan avec les cartes perforées. Et puis après, il y a eu. En fait, faut bien s'imaginer que c'est une succession d'algorithmes. Il y a un algorithme qui crée les problèmes, il y a un algorithme qui crée les cartes et qui les place les bonnes réponses. Il y a un algorithme que Johan a fait par exemple qui met les trous sur les cartes parce que l'usine elle avait pardon des contraintes. Donc c'est un autre algorithme. Il ne faut pas que les trous soient trop près les uns des autres. Et ça a été un algorithme très complexe de réussir à générer toutes les cartes. Et pour dire même, il y a Scorpion masqué qui n'ont pas contrôlé certains aspects de la production du jeu. Moi je me rappelle même, en fait, quand je disais que Scorpion nous a choisis, c'est vrai, parce qu'à un moment donné, quand on leur a envoyé le jeu, ils ne comprenaient même pas comment c'était faisable de faire ça, et ils nous ont testé, ils nous ont posé des questions, ils étaient même pas sûrs d'avoir bien compris comment ça allait fonctionner, comment ils allaient pouvoir le produire. Et en fait, je me rappelle dans l'email qui à la fin nous a dit c'est bon, on le fait, ils nous ont dit on vous a surtout testé, on a vu que quand on aura des problèmes, vous serez là pour les résoudre, donc oui, on signe le jeu. Et pour dire, il y a plein de choses de Turing Machine, la découpe des cartes, etc. C'est moi qui les ai réalisées, et en fait, je leur ai dit, faites ça comme ça, point barre. Eux ne peuvent pas les réaliser. Si on n'avait pas été là à partir de la moitié du développement de Turing Machine ne serait pas sorti. Ok. Et donc il y a plein d'algorithmes successifs comme ça. Par exemple, une fois que tu as généré tous les problèmes, tu peux te rendre compte par exemple qu'il y en a certains qui sont surreprésentés. Donc du coup, il y a un peu de BI à faire, donc d'analyse de données à faire, pour en supprimer une partie. Qu'il y ait 7 millions de problèmes ou 200 millions de problèmes, c'est pareil. Pour une personne fait 200 millions de parties ou 7 millions de parties. Donc tu peux en supprimer autant que tu veux, mais de manière à ce que l'éventail de choix soit plus équilibré. C'est pareil pour les critères. Johan, à un moment, a fait un travail statistique sur les critères, de manière à ce que tu puisses pas te dire
bah, à chaque fois que j'ai cette carte-là, et ben parmi ces critères-là, c'est toujours celui-là qui sort. Et ben non. Et ben ça, il faut encore faire un travail algorithmique dessus, un travail sur la donnée. Et c'est pareil pour choisir les problèmes. Retravailler derrière. C'est pour ça que je dis, Turing Machine, c'est pas juste un programme, c'est une succession d'algorithmes qui ont abouti à ce résultat-là. Et c'est des algorithmes, forcément, qui sont sur le même sujet, mais des algorithmes assez différents en fait. C'est pas le même truc qui va retirer des problèmes de la base, de celui qui va les sélectionner, de celui qui a fait le trou sur les cartes perforées, Non, c'est pas le même. Ok, d'accord. C'est pas le même. Excellent. Donc il faut une succession de... Je vois qu'il y a 7 millions de problèmes Ouais. à résoudre. C'est la taille de la base. Vous avez tous joué Un par un. Tu fais quoi Deux fois, tu fais quoi ce week-end 2 fois. Après la toute première sortie de Turing Machine, vous avez rejoué encore une fois à Turing Machine? Oui, plein de fois, ouais, avec plaisir. En vrai, il y a un truc... Enfin, je sais pas pour Johan, mais l'échelle de difficulté est incroyable. C'est-à-dire, les premiers niveaux, une fois qu'on les a compris, c'est... Pour quelqu'un qui maîtrise le jeu, c'est presque enfantin. Ouais, c'est vrai. Et les derniers niveaux, c'est les cauchemars, les modes cauchemars, les modes extrêmes, c'est... Même quand on est surhabitué à Turing Machine, même si on peut y jouer les yeux bandés, dans le noir, une main dans le dos, en faisant le poirier, c'est insupportable. Enfin, c'est vraiment très dur, quoi. C'est vraiment, vraiment très dur. Enfin, j'ai pas... Ouais. Donc, t'es sûr de trouver ton plaisir à Turing Machine si t'aimes la logique et la déduction. Qui que tu sois. Du début jusqu'à la fin, la courbe est complète. Et dans la boîte et dans l'expérience qui est donnée, moi j'en suis sûr, quel que soit ton niveau de Turing Machine, il y a moyen de t'amuser. Et nous, en avons fait, je sais pas, des centaines, des milliers. Ouais. Je sais pas combien on en a fait, c'est Ah oui, carrément. trop. Excellent, trop bien. Une toute dernière question. Est-ce qu'il y aura une petite suite pour Turing Machine plus tard? Là, on vient tout juste de finir la partie ludique. Voilà, on connaît déjà Turing Machine. Bon, alors nous, on est motivés. On va aller plus loin là. En fait, on a des idées avec Fabien, on a même déjà créé, pour dire, pour moi il n'y a pas de secret, on a même déjà créé une extension complète qui renouvelle vraiment l'expérience de jeu de Turing Machine, qui est simple à produire, mais c'est l'éditeur qui, pour l'instant, estime que dans le monde du jeu actuellement, les extensions, ça ne marche pas. Et donc, pour l'instant, on dit qu'il n'y a pas besoin d'une extension pour Turing Machine. Donc voilà, on a des idées, mais maintenant, il faut attendre le feu vert de l'éditeur. En plus, alors Johan, il est un peu plus fou que moi, et quand il va sur les salons, il prépare des goodies qu'il fait tout seul. Et dans les goodies, en fait, c'est des problèmes de l'extension. Donc si tu croises Johan sur un salon et qu'il a préparé des goodies, faut lui demander, il a des goodies. Et en fait, nous on est super fans de l'extension, enfin on la trouve absolument parfaite sur le plan intellectuel. Si tu es fan de Turing Machine, tu as forcément envie d'y jouer. Et les gens, quand ils découvrent le goodies, c'est juste une petite carte avec un problème que lui il a imprimé sur un papier. Bah, franchement, nous on kiffe à 100%, quoi. On valide à 100%. Ok, d'accord. Donc Johan fait du teasing pour l'extension, il est fort. Une question un peu plus concernant comment ça se dit, aux erreurs des Turing Machine. Qu'est-ce que vous aimez pas du tout de Turing Machine? Il y a quelque chose en défaut, ou quelque chose que vous auriez aimé plutôt améliorer avant la sortie, ou quelque chose que ça aurait pu être complètement différent? En plus, c'est un vrai sujet parce que ça arrive très souvent que quand un jeu est sorti, on se dit « Ah zut, est-ce que c'était le bon choix ?» etc. Et franchement, pour Turing Machine, il y a un petit détail, mais vous allez voir, c'est pas grand-chose, c'est que, en fait, Turing Machine, les personnes qui le critiquent peuvent dire qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction, parce que finalement, c'est qu'une course. Et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui disent qu'ils aiment Turing Machine qu'en solo. Et c'est vrai que, pendant le développement, est-ce qu'on avait honte de ça? Parce que, en fait, je sais pas pourquoi, mais il y a certaines catégories de joueurs qui disent qu'il faut qu'il y ait de l'interaction. Voilà. On avait testé dans Turing Machine des modes d'interaction où on pouvait se gêner les uns les autres, mais en fait, dans un jeu purement intellectuel dans lequel c'est l'intelligence qui fait la différence, pas forcément, mais presque, en fait, t'as pas envie, à un moment donné, de perdre parce que pour une interaction qui n'a rien à voir avec le jeu, quelqu'un te bloque. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas assumé le fait que c'était un pur jeu solo et on en avait presque honte.
Et en fait, c'est finalement ça force la Turing Machine parce que au final, il y a beaucoup de personnes qui achètent Turing Machine pour y jouer en solo, qui y jouent tous les jours avec le Daily Challenge. Et du coup, peut-être que c'est quelque chose qu'on aurait dû plus mettre en avant. Mais finalement, ça a fini par s'imposer, le fait que Turing Machine était un excellent jeu solo. Donc il n'y a quasiment rien à dire par rapport à ça, quoi. Fabien, t'es d'accord avec je suis non seulement d'accord, et moi je connais un vivier de joueurs au bureau, donc comme je travaille dans une DSI, j'ai quand même des gens qui aiment bien ce genre de truc. Un jeu cryptographique, on sent que ça parle quand même à une population d'informaticiens. Et du coup, moi j'ai découvert que j'avais des collègues qui jouaient non seulement régulièrement en solo, mais aussi en coopératif et en famille. C'est-à-dire plutôt que de jouer en compétitif, je vais être vraiment un jeu de réflexion familiale, tous ensemble. Et c'est un truc qui est assez étonnant dans le jeu, c'est que quand on a dû faire l'évaluation, il y a écrit 14 ans et plus pour le jeu, et nous ça nous semblait normal. Et on s'est rendu compte que en vérité, il y avait des très jeunes joueurs qui jouaient et qui jouaient parfaitement, parce que comme c'est pas un jeu qui est compliqué, c'est un jeu qui est intelligent et pas un jeu qui est compliqué, et il y a des gens qui sont très jeunes, qui comprennent tout de suite. Il y a des adultes pour lesquels c'est assez difficile de rentrer dedans et de choper l'idée de la déduction et de comment fonctionne le jeu, et que ça n'a rien à voir avec l'âge. Et on a mis, il y a un âge dessus, il est dans la catégorie initié à Cannes, mais nous on a des photos d'enfants de 7 ans à 8 ans, et qui sont bien meilleurs que plein d'adultes. Parce que ça n'a rien à voir en fait. C'est un type de... Donc c'est un truc, c'est un des éléments du jeu auquel on a vraiment réfléchi, le solo, le parler ou pas du solo, l'interaction, le machin, le mode coopératif, l'âge présent sur la boîte, donc plein de détails, et au final, ce qu'il en ressort, c'est pas vraiment ce qu'on avait imaginé. Les gens aiment y jouer en solo, les gens y jouent en coopératif, et c'est pas vraiment un jeu qui s'adresse que aux adultes et aux perchés. En vrai, pas du tout. Il y a énormément de gens qui ont testé le jeu au début, d'influenceurs du monde ludique, qui ont dit plein de réflexions. C'est un jeu pour les bacs plus 8, machin. Nous on a eu vous aurez un succès d'estime, il y a personne qui va s'intéresser à ce genre de produit, et ainsi de suite. Alors qu'en fait, non. Il faut saluer les Scorpions masqués, eux, ils y ont cru, et au final, ça montre qu'ils ont eu raison. Il faut dire qu'ils ont fait un sacré boulot, sacré travail. C'est sûr. Et c'est pas évident. C'est pas toujours évident. Bueno, pues una horita de entrevista. Espero que os haya gustado, tanto como a mí. Esto me hace muchísima, pero que muchísima ilusión. Así que, bueno, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Gracias por verme. Nos vemos en la próxima. Chao.